Parler des prisonniers politiques semble thématique des guerres, loin des défis technologiques du XXIe siècle. Il semble faire partie des histoires de ces migrants qui viennent chez nous par terre et par mer, de mondes lointains, trop lointains pour imaginer que cette réalité pourrait appartenir à nos voisins, à nos collègues, à nos amis ou à notre famille. Et pourtant, les prisonniers politiques restent une réalité brutale dans ce monde technologique globalisé. À l'ère de la mondialisation, l'injustice s'est également mondialisée, même si cela est parfois difficile à reconnaître. C'est le cas du journaliste espagnol Manuel Marraco d'El Mundo qui accuse le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire de détecter les détentions arbitraires sans justification. Malheureusement, Manuel Marraco, malheureusement peuple du XXIe siècle, la réalité de la détention arbitraire est toujours tragiquement existante et tragiquement présente dans toutes les régions du monde. Du sud au nord démocratique profond, et ce n'est pas une pure invention de science-fiction du groupe de travail des Nations Unies. Maintenant, avant de continuer, prenons du recul et analysons mieux la question. Qu'est-ce qu'une détention arbitraire ? Les détentions arbitraires sont des arrestations ou des détentions de personnes dans les cas où il n'y a aucune probabilité ou preuve de la commission d'un crime, ou dans les cas où la procédure régulière établie par les normes juridiques ou les statuts n'est pas respectée. Depuis 1975, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a créé une série de mécanismes destinés à améliorer la protection internationale des droits de l'homme lorsque surviennent des situations qui semblent révéler un schéma persistant de violation de ces droits. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies s'est occupée de la propagation inquiétante de ces pratiques depuis 1985. En 1990, la Commission a demandé à la Sous-Commission pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités de mener une étude approfondie de la question et de présenter des recommandations pour réduire ces pratiques. En 1991, la Commission des droits de l'homme a créé le groupe de travail sur la détention arbitraire qui a été intégré aux procédures existantes établies à l'initiative de la Commission afin de garantir la protection du droit à la vie et à l'intégrité physique, le respect pour la tolérance religieuse et d'autres droits. Le groupe de travail sur la détention arbitraire est un groupe composé de 5 experts indépendants de 5 régions du monde dans lequel l'Organisation des Nations Unies partage ses travaux. Il y a un membre d'Europe de l'Est, un du groupe des pays occidentaux, un autre du groupe latino-américain et caribéen, un autre du groupe asiatique et un dernier du groupe africain. Les membres du groupe sont choisis par le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe de l'Assemblée générale des Nations Unies et dont la fonction, le groupe de travail, est d'enquêter sur les cas d'allégation de détention arbitraire dans le monde, c'est-à-dire n'importe quel pays parmi les 194 qui composent les Nations Unies. Cela signifie que depuis sa création en 1991, les pays membres de l'organisation ont reconnu le pouvoir de recevoir des plaintes d'individus qui se disent arbitrairement détenus, de sorte que le groupe, à travers une procédure, en écoutant les autorités qui détiennent les personnes et en écoutant les personnes détenues, délibère parmi les 5 membres de ce groupe pour savoir si des normes fondamentales du droit international ont effectivement été violées, ce qui pourrait conduire le groupe à conclure que la détention est arbitraire. Qu'entend-on par détention arbitraire ? Le groupe de travail, depuis sa création, a indiqué que l'arrestation d'une personne se produit lorsqu'une personne se trouve dans un endroit enfermé sans pouvoir quitter cet endroit. Une fois qu'il est défini que la personne est détenue, il est défini si les réglementations applicables à ce pays a été respectée ou non pendant la détention. Et le groupe de travail peut conclure qu'une personne est arbitrairement détenue lorsque la détention relève des 5 catégories du groupe de travail. Une personne peut être détenue arbitrairement lorsque les autorités n'ont pas de base légale pour justifier son arrestation. Quel exemple puis-je vous donner ? Par exemple, lorsqu'une personne a déjà purgé une peine et n'a plus besoin d'être détenue et qu'un gouvernement ne peut pas invoquer une norme légale pour sa détention, cette personne est alors privée de sa liberté. La catégorie 2 des méthodes est qu'une personne peut être considérée comme détenue arbitrairement lorsqu'elle a été détenue sans respecter le pacte des droits de l'homme ou le pacte sur les droits civils et politiques pour les États qui font partie de ce pacte. Par exemple, concernant le droit à la liberté religieuse, qu'une personne est détenue pour avoir pratiqué une certaine religion ou pour ne pas pratiquer une certaine religion.
Qu'une personne soit détenue pour avoir exprimé des idées qui mettent en colère un roi, un premier ministre ou une démocratie. Il y a des pays où des personnes peuvent être privées de liberté pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Catégorie 3. Une personne peut être considérée comme détenue arbitrairement lorsque les autorités qui enquêtent sur les crimes ou qui les poursuivent et les punissent violent les normes internationales fondamentales relatives à un procès équitable, reconnues par des instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme ou le Pacte des droits civils et politiques. Ces traités, en tant que normes mères du Conseil des droits de l'homme, reconnaissent certains droits des personnes au moment de leur arrestation, comme être informés au moment de leur arrestation du motif de leur détention et le droit d'avoir un avocat, d'avoir accès à l'avocat et aux pièces justificatives de l'accusation dans les plus brefs délais afin que la personne puisse se défendre devant un juge. La catégorie 4 fait référence au cas où des migrants, des demandeurs d'asile ou des réfugiés sont détenus administrativement lorsque ce sont les pouvoirs exécutifs qui ont le pouvoir de retenir les migrants. Et la personne détenue pour les autorités administratives n'a pas la possibilité de faire appel devant un juge ou une instance impartiale qui peut contrôler la légalité de cette détention. Enfin, la catégorie 5 des méthodes de travail consiste lorsqu'un critère de discrimination prévaut, en raison de la naissance, de l'origine ethnique, sociale, nationale, de la langue, de la religion, de la situation économique, de l'opinion politique, du sexe ou de l'orientation sexuelle, du handicap, en violation du principe de l'égalité du traitement des êtres humains. En 2019, le groupe de travail a dénoncé l'Espagne pour la détention arbitraire de dirigeants catalans, affirmant que leurs droits humains n'avaient pas été respectés, en particulier le droit à la liberté d'expression, de réunion et de manifestation. Plus précisément, ils sanctionnent l'Espagne pour avoir arrêté les dirigeants catalans lors d'une manifestation et pour ne pas avoir permis la réalisation de l'autodétermination de la région de Catalogne par référendum de cette même région. Bien sûr, c'est un cas dans un pays européen très développé où il a été constaté que plusieurs personnes identifiées au mouvement indépendantiste catalan, des dirigeants sociaux, des défenseurs du droit à l'autodétermination en Catalogne, ont été privés de liberté du fait de la promotion d'un référendum. Cela concerne 7 personnes. Le groupe de travail a constaté dans 2 opinions différentes qu'en effet ces personnes étaient arbitrairement privées de liberté dans diverses catégories de celles applicables par le groupe. Il s'agissait des opinions 6 et 12 de 2019. Il est important que les détails de ceux-ci soient connus. Ce qui s'est passé le 1er octobre de 2017 en Catalogne, c'est que nous arrivons à la fin d'un long chemin dans lequel la Catalogne, sans sa volonté, a dû faire part de l'État espagnol et a, malgré cela, toujours demandé à se réapproprier son droit, comme cela se produit dans de nombreux pays. Cela s'est produit en Catalogne en 1714 après une guerre, et elle a toujours essayé de recouvrer ses droits. Étant à nouveau un État indépendant, collaborant ainsi avec l'Espagne, avec tous ses droits et responsabilités. Nous voulions faire cela, accéder au droit à l'autodétermination, ce qui ne signifie pas proclamer l'indépendance, mais plutôt donner la parole aux citoyens et voter pour voter, si oui ou non. Qu'est-il arrivé ? L'État espagnol a décidé d'envoyer toute l'artillerie dans la rue. Ils ont envoyé plus de 15 000 gardes civils et policiers pour empêcher les citoyens de voter. Si vous ne voulez pas qu'ils votent, ils peuvent les ignorer, dire que ce n'est pas valable. Mais ils sont allés littéralement, école par école, supprimer les sondages, arrêter les gens qui travaillaient, frapper ceux qui faisaient la queue. La pire chose qui a été faite a été de rester assis pour empêcher la police de ramasser les urnes. Il y a des images qui montrent comment les citoyens se sont comportés de manière exemplaire et démocratique, alors que la police espagnole les réprimait de manière brutale. Cela a commencé le 20 septembre, lorsqu'environ 13 personnes accusées de corruption ont été arrêtées. Bien que cela n'ait été prouvé à aucun moment, l'accusation de sédition, de rébellion, lorsque vous prenez le pouvoir de l'État, même si personne n'a pris le pouvoir de l'État. Comme cela aurait pu arriver dans la capitale des États-Unis ou en l'an 1936 dans l'État espagnol, personne n'a pris les armes pour aller au Congrès ou au Sénat. Ils voulaient accuser tous les citoyens d'actes violents. Les policiers qui sont allés à la Cour suprême ont dit avoir vu des visages de haine qui les regardaient mal. Mais si vous frappez ou menacez des gens, comment voulez-vous qu'ils vous regardent ? Mais ce n'est pas de la violence.
Nous sommes environ 13 000 personnes avec des accusations ouvertes. Moi aussi, mais heureusement, mon dossier a été clos. Ces personnes qui faisaient partie d'associations liées au référendum ont été accusées de terrorisme. Avec tout l'appareil médiatique qui orchestre toute une série de mécanismes qui créent un état d'esprit que, à la fin, les gens pensent s'il est arrêté, peut-être qu'il est coupable. Il existe différents cas. Des associations de personnes, même si elles ne sont pas connues, arrêtent les produits chimiques considérés comme dangereux, même si tout le monde a des produits chimiques pour nettoyer. Si quelqu'un crache sur la police, c'est de la violence. Un tweet sur les réseaux sociaux aussi. Jordi Sanchez et Jordi Cuixart de Òmnium Cultural, une organisation culturelle qui compte 200 000 membres, avec des expériences de travail dédiées à l'inclusion sociale et contre les injustices, qui concernaient entre autres l'organisation de la Diada, une fête catalane, a été condamnée à 10 ans de prison pour le crime d'être monté le 20 septembre sur une voiture de patrouille de la garde civile pour dire aux personnes qui étaient sorties pour protester de rentrer chez elles, car la manifestation de protestation était terminée. C'était une manifestation où les gens sont sortis spontanément pour s'exprimer contre la détention arbitraire et injuste de prisonniers. Ils ont installé ces voitures de patrouille et, avant cette arrestation, les médias comme les manifestants sont montés dessus. Disons qu'après plus que 200 ou 300 personnes, peut-être en 18 heures, sont montées sur ces voitures, quand eux y sont montés, 10 ans de prison. À l'heure actuelle, tout le monde est sorti de prison, sauf ceux qui ont soulevé les procès, les membres du gouvernement catalan, les 2 dirigeants des associations civiles et le président du Parlement, avec la somme totale de 100 ans de prison, sans avoir dépensé un euro public ou fait preuve de violence. Lorsqu'ils ont abandonné les accusations, les autres sont partis, car ils ne justifiaient pas la détention préventive. On pense au cas de la Turquie avec le Kurdistan, au cas du Maroc avec le Sahara occidental et à ce qui se passe au Chili avec les Mapuches. Des pays qui ne se présentent pas comme une démocratie, mais qui disent que personne ne va se tirer les oreilles pour ce que nous faisons. Rien ne se passe. Ici, nous traversons encore, comme au Chili, des pays qui ont été sous la dictature pendant de nombreuses années, pays qui ont connu un changement de régime, mais il n'y a pas eu de changement dans les facettes du régime. Autrement dit, vous ne pouvez pas être dans une démocratie à part entière lorsque vous n'avez pas tous les droits d'une démocratie à part entière, ou au contraire lorsque l'appareil d'État est encore rempli de personnes aux théologies antidémocratiques. Cela s'est produit en Espagne, ce qui a été corrompu, tortionnaire sous la dictature, puis est en impunité totale. Ce qu'on appelait les gris, la police, est devenu le bleu marine, et la police nationale est née. Mais l'idéologie reste la même si l'on change d'uniforme. Bien que 45 ans se soient écoulés depuis la mort de Franco en Espagne, les mêmes familles politiques suivent. Si mon père était policier, je serais policier. Si mon père était juge, je serais juge. Cet héritage de sang devient aussi un héritage idéologique. Changeons de pays, changeons de continent. Survolons l'Atlantique et traversons les ondes pour rejoindre le Chili, en période de révolte populaire. L'État chilien et sa constitution sont le résultat d'intérêts d'accords qui ont leurs racines dans la dictature militaire, née sous les plans des États-Unis et dirigée plus tard par Augusto Pinochet. Quand, à la fin des années 80, son régime dictatorial a commencé à perturber éthiquement les affaires et le libre-échange, la transition vers la démocratie a pour résoudre ce malaise. Malheureusement, cette transition n'a jamais pu inclure les mouvements sociaux qui ont combattu la dictature. C'est peut-être pour cela que, le 18 octobre 2019, la hausse des tarifs du métro a été la dernière goutte. Les étudiants ont décidé de manifester, la population les a suivis. Que demandaient-ils ? Ils demandaient des changements. Les Chiliens exigent des pensions équitables, des emplois décents, la santé publique et une éducation gratuite. Non seulement l'État chilien et sa constitution seraient mis en cause aujourd'hui, mais aussi son modèle économique et politique, appelé néolibéralisme. Les mobilisations massives de l'épidémie sociale au Chili ont reçu une forte réponse répressive de l'État.
qui a utilisé la prison comme moyen d'intimider et de punir la société qui exige des revendications justes. Plus de 2500 personnes d'Arica Punta Arenas sont aujourd'hui injustement privées de liberté, victimes de persécutions et de peines disproportionnées, témoignant d'une grande inégalité devant la loi. Concernant le débat qui a été mis en lumière dans la société chilienne, s'il y a des prisonniers politiques au Chili, nous exprimons de notre côté la position que, oui, il y a des prisonniers politiques, fermement. Et cela est lié aux critères qui sont 4 critères de la Convention des droits de l'homme, d'Ubeda, des années 50. Le premier critère doit voir que chacun des jeunes qui sont en prison pour la rébellion populaire ont été arrêtés dans le cadre du droit d'association et de manifestation. Désormais, chacun de ces droits a été identifié par les forces de l'ordre comme un crime grave. Le deuxième élément a à voir avec l'augmentation généralisée des prisons préventives, qui dans certains cas nous paraissent très excessives, puisque la formalisation avait été établie à 60-90 jours d'enquête, puis elle a été considérablement retardée avec l'argument que le ministère public n'a pas eu le temps nécessaire. Le troisième élément concerne la question la plus claire et la plus évidente, la manière discriminatoire de la détention préventive pour chacun de ces jeunes manifestants, et ici la société chilienne doit être claire et ferme sur ces faits. Le premier fait est clair. Depuis le 18 octobre, non seulement des personnes issues de la société civile, mais aussi des militaires ont été officialisés et accusés. À leur égard, combien de militaires sont en détention préventive ? 0. Cela se répète par rapport aux autres cas précédents. Dans le cas Huracan, concernant les autochtones mapuche, 0, et dans le cas du mapuche Catrianca, 0. Est-ce bien discriminatoire à l'égard des gens qui ont été officialisés et accusés de ce qu'on a appelé la rébellion ? Oui, bien sûr. C'est une question empirique et patente. Le quatrième élément que nous avons mis en valeur dans chacun des procès et que nous avons fait valoir dans certains d'entre eux est que, dans sa genèse, chacune des enquêtes a été accompagnée de violations de la procédure régulière, et c'est ce qui nous semble le plus grave. Les jeunes prisonniers de la révolte ne sont pas les seuls prisonniers politiques au Chili. Appartenant au peuple mapuche, 50-57 sont condamnés et 257 sont actuellement privés de liberté. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Araucanía est une situation très grave. C'est une situation très complexe, une situation qui a atteint la limite, où l'État chilien et sa police militaire attaquent les communautés pratiquement tous les jours, sans justification. Chaque jour, au Biobío au sud, les communautés sont pillées. Un violent raid est en cours, sans justification ni preuve concluante pour le simple fait de revendiquer les terres et les ressources qui appartiennent au peuple mapuche. Le territoire a été militarisé, la lutte a été criminalisée et un contexte a été atteint qui va au-delà de la revendication des terres. Aujourd'hui, le mapuche qui revendique le territoire est vu par l'État chilien comme un danger pour la société. Par le passé, l'État chilien et le peuple mapuche ont signé un traité où ils ont mis une frontière, au Biobío au sud, que l'État chilien, sous le commandement du colonel Saavedra, dans la mal nommée pacification de l'Araucanía, n'a pas respecté jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui, des tensions et des controverses sont vécues sur le territoire mapuche. La militarisation des communautés, le crime de génocide sur notre territoire, et cela depuis la pacification de l'Araucanía jusqu'à aujourd'hui. Le génocide de nos frères mapuche est resté pratiquement impuni, et les personnes qui ont tué notre Huaychafé mapuche purgent leur peine tranquillement chez elles. Le simple fait de revendiquer la terre des mapuches, leur droit légitime, implique qu'aujourd'hui, beaucoup de mapuches sont privés de leur liberté. Cela se passe aujourd'hui, dans l'Araucanía. Actuellement, il y a 26 frères mapuches qui sont en prison, sans justification, sans aucune preuve de leur culpabilité, dans des conditions précaires, car ils ne cherchent qu'à criminaliser et faire taire la lutte menée par le peuple mapuche. La question est de savoir pourquoi ils sont emprisonnés. Les prisonniers politiques mapuches ne sont emprisonnés que pour le fait d'avoir revendiqué leurs terres légitimes qui ont été usurpées et que, lors de la pacification de l'Araucanía, elles ont été remises aux mains de grands propriétaires terriens
les colons arrivés au Chili, sous le titre de miséricorde, ainsi qu'à l'Église catholique. Aujourd'hui, les prisonniers politiques sont incarcérés exclusivement pour avoir revendiqué leurs droits, propriété légitime sur leurs terres qui appartenait à leurs grands-parents et qui appartient aujourd'hui à l'État chilien, qui ne veut pas la restituer. Quelle demande y a-t-il aujourd'hui du peuple mapuche envers l'État chilien? Les revendications aujourd'hui sont la revendication de la terre, mais avant cela, il y a une revendication plus importante, qui est une clarification historique, que le peuple mapuche demande à l'État chilien, assumer la vérité sur ce qui s'est passé dans l'Araucanía, l'acte de génocide et le massacre brutal perpétré contre le peuple mapuche aux mains du colonel Saavedra lors de la pacification de l'Araucanía par l'État chilien. C'est une clarification historique qu'il faut connaître pour réparer ainsi les dommages causés, à la fois tangibles, immatériels, matériels et culturels, envers le peuple mapuche. En outre, la démilitarisation du territoire du Biobío au sud, la remise et le retour des terres des colons, des grands propriétaires terriens, de l'Église et de l'armée, qui sont au titre de miséricorde. Le peuple mapuche demande à l'État chilien de reconnaître l'acte de génocide et les terres qu'il a prises et confisquées dans la pacification de l'Araucanía, et la liberté des prisonniers politiques mapuches qui sont aujourd'hui injustement emprisonnés pour des causes injustes, cherchant à criminaliser la lutte du peuple mapuche. Sans aucun doute, les problèmes de la détention arbitraire n'est pas une question exclusive de certains pays et que d'autres pays n'ont plus ce problème. Dans pratiquement toutes les régions du monde, je dirais plutôt dans toutes les régions du monde, il y a un problème de détention arbitraire, ce qui peut bien entendu être observé dans les avis transmis par le groupe de travail, mais pas exclusivement. Ce qui est un fait, c'est que les cas n'arrivent pas dans tous les pays du monde. Il y a des pays où aucun cas n'arrive. Ce qui ne veut pas dire que le groupe n'a pas connaissance de situations de détention arbitraire dans ces pays. Il n'arrive pas régulièrement en concernant certaines comme d'autres régions. Tous les pays du Nord, du Centre et du Sud du monde ont des problèmes de détention arbitraire. C'est très important à dire parce qu'il y a des pays qui se croient, en raison du niveau de développement atteint et du niveau de consolidation d'une institution démocratique, ils se croient infaillibles à l'erreur ou infaillibles à la manipulation des affaires. Cela peut être des pays très développés qui ont des cas de détention très injustes. Par exemple, les États-Unis, qui sont considérés comme la plus ancienne démocratie au monde, ont de graves cas de détention arbitraire de migrants, comme indiqué dans le rapport de la visite du groupe de travail dans ce pays, en 2016-2017, où il pourrait bien y avoir un problème concernant la détention des prisonniers à la base navale de Guantanamo, où ils sont arbitrairement détenus depuis le début des années 2000.